Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e et avant-dernier épisode des Booktubes du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes à Chambéry, sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, car c'est ici, selon lui, qu'il a vécu les seules années de bonheur de sa vie. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Y a-t-il un endroit plus approprié que la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry pour parler de son œuvre? Nous avons été invités à venir consulter de rares documents lui ayant appartenu, dont son premier testament, et une idée s'est vraiment imposée à nous. Il n'y a pas, ou presque pas, d'auteur plus paradoxal que Jean-Jacques Rousseau. D'abord, celui qu'on connaît comme philosophe et écrivain a en fait passé les 40 premières années de sa vie à composer de la musique. Et jusqu'à sa mort, il arrondissait ses fins de mois en recopiant des partitions musicales. Celui qu'on place parmi les penseurs des Lumières est devenu célèbre en critiquant vertement le progrès, la science et la technique, ce qui lui a d'ailleurs valu les foudres de tous ses collègues. Celui qu'on cite comme principale inspiration de la Révolution française était plutôt partisan de l'aristocratie élective. Celui qui a écrit plusieurs pièces de théâtre s'oppose publiquement à la construction d'une salle de spectacle dans sa ville natale de Genève, au motif que le théâtre corrompt les mœurs. Enfin, celui qui a sévèrement critiqué les romans en a publié un, qui deviendra le premier best-seller de la littérature européenne. En bref, pour connaître Jean-Jacques Rousseau, il faut prendre garde à ne pas voir qu'une seule partie du tableau. Tous ces paradoxes ont un point commun. Ils remettent en cause l'habitude qu'on a prise collectivement de qualifier Rousseau d'auteur des Lumières, qu'il s'agirait d'enterrer à côté de Voltaire. À son époque, Rousseau est en fait extrêmement célèbre pour sa critique de la rationalité pure et du progrès. Dans sa première grande œuvre, le discours sur les sciences et les arts, il déclare que le cœur de la majorité des hommes est beaucoup trop corrompu pour s'adonner aux sciences et aux arts. La faute en revient à la société, qui met les hommes en compétition et qui stimule les vices. Chacun se regarde, chacun se compare, chacun veut dépasser son prochain, et c'est la source de toutes les catastrophes. Pourtant, l'homme n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, il est bon, il veut le bien d'autrui. Il y a donc eu comme une cassure dans l'histoire, et le siècle des Lumières n'a pas à s'enorgueillir d'avoir redécouvert les sciences et les arts. Le discours de Rousseau fait l'effet d'une bombe. Mais si Jean-Jacques devient célèbre, il se brouille avec son ami d'Alembert, l'auteur de l'encyclopédie, et aussi Voltaire et Montesquieu. D'Alembert lui reproche d'être trop pessimiste. En effet, aux yeux de Rousseau, l'état de nature dans lequel l'homme est bon est tout à fait inaccessible. Certes, l'homme est perfectible, mais le retour en arrière est impossible. On pourrait presque dire que c'est trop tard. Désormais, l'homme ne naît plus dans des choux, mais dans des bras. Et dans des bras corrompus. En fait, l'état de nature qu'envisage Rousseau, c'est un jardin d'Éden. Un lieu qui existe avant tout pour pointer du doigt notre insuffisance. Il est donc assez loin de l'idée de progrès qu'incarnent les Lumières, et encore plus loin de l'idée qu'on trouvait dans nos manuels de français, le bonheur, une idée nouvelle. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Le paradis perdu, Rousseau l'a connu. C'est ici. Nous sommes à la Maison des Charmettes, aux abords de Chambéry. Dans ces murs, Rousseau a connu l'amour de Madame de Warens, son initiatrice, la femme de toute sa vie. Hélas, après un séjour prolongé à l'hôpital, il revient pour trouver quelqu'un d'autre à sa place dans le lit de celle qu'il appelait maman. Il y a eu une cassure dans l'histoire. Désormais, il entretiendra en lui le souvenir de ce bonheur perdu. À ce titre, le célèbre auteur des Lumières est bien plutôt un auteur pré-romantique, dans son obsession mélancolique pour le passé, dans sa sensibilité exacerbée. Ce sont d'ailleurs les dernières lignes qu'il écrira de sa vie, dans la 10e promenade des rêveries du promeneur solitaire. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuri, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Warens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle le suffisait au mien. Quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée au penchant d'un vallon fut notre asile, et c'est là que dans l'espace de 4 ou 5 ans, j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle.
Je puis dire, à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre, et j'en ai vécu 7.